Bon, alors je recommence mon introduction pour ceux qui n'étaient pas là. Bonjour tout le monde. On a pensé commencer avec un refrain, puis une prière pour offrir ce qu'on va vivre et partager ensemble. Voilà. Aimer, jusqu'où faut-il aimer? Aimer jusqu'au bout de l'amour, aimer jusqu'à l'extrême, aimer tant qu'on peut aimer. Alors Seigneur, aimer tant qu'on peut aimer. Pour cela, Seigneur, accorde-nous la grâce d'accueillir ton amour pour nous, de nous aimer et aussi d'aimer nos frères et sœurs. Je te remercie, Seigneur, de nous bénir et d'ouvrir nos cœurs pour ce que tu as à nous dire cet après-midi. Amen. 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 Merci. Bien, bienvenue tout le monde. Je m'appelle Geneviève Gadebois. Ça fait 23 ans que je suis membre de la famille Myriam. Et dans mon parcours, il y a eu une révolution sexuelle. C'est rare que je dise ça comme ça, mais c'est vraiment ça quand même. Alors, je suis née dans une famille catholique non pratiquante. J'ai une sœur, donc je suis née dans un milieu féminin. J'avais pas du tout le goût de parler de sexualité avec ma mère ni avec mon père, et ils n'avaient pas du tout le goût de m'en parler non plus. J'ai été dans un pensionnat de filles toute mon adolescence. C'était assez tout ça. J'ai fait mon cégep, puis je suis rentrée dans une communauté mixte, mystère. Je ne comprends pas comment je suis arrivée là. Mais c'est à travers ma vie communautaire que j'ai appris à entrer en relation avec des hommes. J'avais une très belle relation avec mon père, mais outre ça, là, c'était comme... c'était pas mal ennemi, là. C'était pas mal inconfortable. Même dans mes premières années, je n'étais pas à l'aise avec les gars. Je ne savais pas comment parler, comment... J'étais pas bien. Puis un jour, il y a eu des événements. J'étais dans l'Ouest canadien. Puis un jour, notre responsable de maison nous dit « Bon, aujourd'hui, notre rencontre communautaire, on va écouter un enseignement sur la sexualité de Christopher West. » Puis là, moi, je me dis « Hey, moi, je suis une sœur, pourquoi que j'écouterais un enseignement sur la sexualité? Puis, tu sais, j'ai pas le goût de tout ça. » Puis mon cœur était vraiment... Je n'étais pas à l'aise avec le sujet. J'écoute cet enseignement et je suis renversée, estomaquée, libérée et... À travers un cheminement, le Seigneur m'a vraiment libérée de mes peurs, de tout ce qu'il y avait en dedans de moi. Je reviens de l'Ouest, je suis nommée à Québec. Puis là, je m'occupe de groupes d'adolescents, 14-17 ans, spirituels, là, pour des rencontres de cheminement. Puis là, je vois ces beaux jeunes-là, une belle gang, 20 jeunes à peu près, qui sont de très, très bons catholiques, qui aiment beaucoup Jésus, puis qui veulent faire ce que Jésus veut. Mais là, en dedans d'eux, il y a toutes sortes de pulsions, puis d'affaires qui montent, puis de désirs, puis ils ont le goût aussi de ça. Alors, quand ils sont avec leurs amis cathos, ils sont des petits anges. Puis ils aiment Jésus, puis oui, moi, je... Puis là, quand ils sont ailleurs à l'école, ils veulent tout essayer, puis là, non, mais tu sais... Alors, ils deviennent comme, puis je le sens, puis je le vois dans leur façon de parler, de dire les choses, ils sont comme divisés en eux-mêmes. Ils veulent aimer le Christ, mais ils ne peuvent pas ignorer tous les désirs qui brûlent en eux. Puis moi, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour les aider à être une personne? Pas à être une super âme à côté d'un super corps. Ouais, pas d'être deux, mais d'être un. Puis, la réponse vient par un évêque qui offre à notre communauté, qui offre de nous payer une session qui s'appelle Teen Star. Alors, c'est de ça que je vous parle spécialement aujourd'hui. Il y a des petits feuillets là-bas pour ceux qui en voudront. C'est qui l'évêque? Monseigneur Drainville. Alors, il offre de payer deux places pour cette formation qui coûtait quand même assez cher. Nous, on ne savait pas c'était quoi. Il dit, il faut que vous connaissiez ça. Alors, notre fondatrice dit, bon, on va envoyer 2 frères, parce qu'on n'aura pas le frère, une sœur. Tu sais. Puis là, moi, je vais la voir, puis je dis, tu sais, il me semble qu'une sœur, ça serait bien aussi. Les frères, ils ne l'ont jamais donné, finalement. Moi, ça fait 12 ans de tout ça, puis je parcours le Canada pour donner cette formation-là. Une chance que je suis allée. Alors, je suis arrivée à cette formation-là, puis j'ai découvert ce que j'avais besoin pour aider ces adolescents-là. J'ai découvert quelque chose que j'utilise depuis ce temps-là, c'était en 2007. 2007, oui. Automne 2007. Puis, c'est ça. Puis c'est ça que je veux vous partager aujourd'hui parce qu'il y a dans cette pédagogie-là, c'est pas la seule réponse, mais dans cette pédagogie-là, il y a des pistes, je dirais, pour tout. Alors, on travaille ensemble dans notre atelier cet après-midi. Donc, si je vous demande la différence
ou plutôt, qu'est-ce que le sexe et qu'est-ce que la sexualité? À votre tour. Oui, je sais, c'est drôle de voir une sœur parler de ça. Ça fait toujours ça, avec les adolescents aussi, mais après quelques minutes, vous allez voir, vous allez être déjeuné. Je suis aussi une femme, j'ai une vie sexuelle, bien qu'elle ne soit pas génitale. Alors, je peux quand même parler de toutes ces choses. Oui? Le sexe, c'est l'organe biologique. Le sexe, ça peut être ce qu'on appelle mon sexe, c'est mon organe biologique. Excellent. Et la sexualité, c'est comment on la vit. Ah, intéressant. La sexualité, comment je la vis? D'autres pistes? Ça englobe toute la personne. C'est pas quelque chose, c'est ça. Notre sexualité fait partie de nous, notre façon d'être, d'interagir avec les gens, tout ça. La sexualité, c'est plus global, on sent ça, hein? D'autres choses? Alors, je dirais sexualité, comment je suis pleinement homme, pleinement femme. La sexualité, il y a l'élément de complémentarité, mais aussi de coupure entre Oui. homme et femme. Mhm. Puis, le sexe aussi rappelle l'élément d'union Oui, et de procréation aussi. aussi. C'est possible. beau, c'est bien. Je suis allée voir aussi dans le dictionnaire pour nous aider, hein, dans quelque chose d'objectif qui ne dépend pas de moi-même, de mon opinion. Alors, on dit aussi le sexe, bien, quand je remplis un formulaire, sexe, masculin et féminin, hein, c'est pas compliqué. Puis, c'est tellement vrai aussi là, que féminin ou masculin, c'est imprimé dans chaque cellule de mon corps. C'est dans l'union du spermatozoïde et de l'ovule, déjà là, c'est imprimé dans cette cellule-là et dans toutes les autres. Mon estomac sait que si je suis une femme ou un homme. Toutes mes cellules d'estomac, c'est marqué féminin, masculin. Toutes les cellules de mon corps, c'est marqué féminin ou masculin. Bien, tout mon être. Mais c'est quand même impressionnant. Sexualité, je vous lis Larousse, là, parce que Larousse ou Robert, je ne me souviens plus. Ensemble des comportements relatifs à l'instinct sexuel et à sa satisfaction, qu'ils soient liés ou non à la génitalité. Je trouve ça beau. C'est pas juste génital. C'est pour ça que moi, je peux dire, je suis religieuse et j'ai une vie sexuelle. Mais elle n'est pas génitale. Mais tu peux pas dissocier, dans le fond, je veux dire, ta sexualité et ta génitalité, je veux dire. C'est-à-dire que la sexualité n'est pas que la génitalité. OK. Puis c'est là que, en fait, c'est là que j'arrive. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bon, Teen Star, évidemment, il y a une étoile. C'est vert, c'est pas bon, hein? Une étoile, je suis pas très bonne en dessin, mais je suis quand même capable de faire une étoile. Oups, attendez, excusez-moi, là, je suis... Ben, ça peut aller. Bon, je suis pas très bonne en dessin, tout le monde le sait. Alors, quand je dis le mot sexualité à des adolescents ou à vous-même, une des 5 parties de la sexualité, une des 5, c'est quoi la sexualité? Premièrement, si je dis sexualité, je dis physique, pas vrai? Si je dis à des adolescents sexualité, tout de suite, ils pensent à quelque chose de physique. C'est vrai, c'est un des aspects de la sexualité, c'est l'aspect physique, c'est la chose qui change à l'adolescence, je vois des changements dans mon corps. Bon, mais la sexualité n'est pas seulement physique. Quel autre aspect de notre être elle touche? Psychologique ou, ça te va si j'écris intellectuel? Intellectuel, excellent. Oui. Intellectuel, parce que quel est l'organe sexuel le plus important? Le cerveau. Merci, le cerveau. Sans cerveau, aucun désir, aucune hormone qui est générée et qui transforme mon corps, aucune excitation sexuelle qui me pousse vers l'autre, donc aucune relation sexuelle. Le cerveau est l'organe sexuel le plus important. Donc, c'est important de connaître mon cerveau, puis comment il fonctionne avec ses hormones dans le reste de mon corps. Un autre aspect. Les sens. Bien, je me mettrais dans le physique. OK. Les sens, ce que je sens, mais... Alors, physique, intellectuel, spirituel, je suis d'accord avec ça, moi. Spirituel, pourquoi spirituel? Dans le fond, ça fait partie de... Dans le fond, ça serait comme les 5 dimensions de la personne.
Ça peut être ça, oui. Pourquoi spirituel? Spirituel Parce que nos désirs sexuels vont être un peu dirigés vers nos valeurs, mettons. Ouais. On va y de la science spirituelle à ce moment-là. C'est beau, j'aime ça. Puis aussi parce que mon corps n'est pas dissocié de mon âme. Essayez de me dire, mon âme fait ceci, si votre corps ne suit pas. Êtes-vous un corps puis une âme? Vous êtes une personne. Alors, l'esprit, la spiritualité en moi, habite aussi ma sexualité, mon être sexuel. OK. D'autres aspects de la sexualité, j'ai oublié d'écrire que c'était moi ici. L'émotion, l'émotivité ou l'affectivité. Souvent, aux adolescents, je vais dire, ben oui, affectivité, parce que quand tu tombes en amour, c'est pas d'abord avec ta tête. Ben oui, il y a des choses chez l'autre qui t'attirent, mais premièrement, hein, il y a quelque chose qui bouge, là, ça bouge ici, là. Alors, l'affectivité a une place importante dans la vie sexuelle. Puis aussi, ben quand je suis triste, quand j'ai eu une mauvaise journée, ben dans un couple, on a moins le goût de s'unir des fois. Hein? C'est comme, ah non, là. Il y a comme, les émotions jouent un rôle aussi dans ça. Il me manque un aspect. Pas pire, social. Exactement. Alors, relationnel ou social. La société, veut pas, a une grande influence sur la façon dont je perçois la sexualité. Un exemple que j'aime beaucoup utiliser, j'ai été missionnaire en Haïti un certain temps, et en Haïti, une belle femme, c'est une grosse femme. Est-ce que c'est comme ça au Canada? Non? Ah! En Haïti, on a une sœur qui était plus rondelette, elle avait des problèmes de santé. Elle se faisait demander en mariage régulièrement, même avec un voile. C'est pas croyable. Hein? Alors qu'ici, il n'y a pas une fille qui trouve qu'elle est assez maigre. Hein? On se trouve toutes trop grosses. Le critère, c'est la minceur. En Haïti, le critère, c'est la rondeur. Il y a d'autres critères sociaux, ce qui est permis, pas permis. On est très influencé par notre environnement social, veut pas. Ça a une grande influence sur ce qu'on vit dans notre sexualité. À l'adolescence, l'étoile, elle peut ressembler un peu à ça. Il y a peu de spirituel dans ma sexualité. Il y a une grande implication de physique. Mon affectivité est assez débordante. Mon intellectuel, ça ne me touche pas beaucoup. Puis le social m'affecte quand même pas mal. Le but de Teen Star, c'est que les jeunes en viennent, je suis meilleure comme ça, à une sexualité équilibrée. Parce que s'il y a un aspect qui est au détriment de l'autre aspect, je ne suis pas pleinement... j'ai juste le mot anglais, mais je vais trouver l'autre. Équilibré. Ah, j'ai besoin d'un équilibre. Voilà, d'un équilibre affectif, intellectuel, social, intellectuel et spirituel, oui. Voilà. Excellent. Dans Teen Star, bon, je vous parle maintenant de Teen Star. Teen Star a été fondé en 1980 par sœur Hannah Klaus. Sœur Hannah a un parcours extraordinaire. Elle est née en Autriche. Et au temps de l'Holocauste, elle était juive. Alors, elle a été adoptée, on peut dire, par une famille en Grande-Bretagne. Elle avait à peu près 18 ans. Elle s'est convertie à l'anglicanisme. Plus tard, elle a découvert le catholicisme. Elle a été médecin, gynécologue, obstétricienne. Elle est entrée chez les religieuses de Medical Sisters. Elle a ouvert des hôpitaux au Pakistan. Elle a enseigné à Harvard. C'était comme une sommité, là. Elle va au Vatican régulièrement sur des comités pour l'éthique, la gynécologie, la famille. Puis dans les années, fin des années 70, début 80, elle enseignait à l'université, puis elle voyait beaucoup de jeunes filles tomber enceintes puis vivre des drames, hein, des drames émotionnels, existentiels. Puis là, elle se disait, comment ça se fait que les filles ne prennent pas plus soin d'elles-mêmes que ça? Comment ça se fait? D'où ça vient, toute cette crise-là? En se posant la question, en priant aussi, elle a découvert que, dans le fond, c'est parce que la sexualité était dévalorisée. Quelque chose qui est beau et précieux, on en prend soin, c'est vrai? Hein, si vous avez un trésor de famille, là, vous avez quelque chose qui est vraiment précieux pour vous, vous n'allez pas laisser n'importe qui toucher à ça, c'est vrai? Mais quand quelque chose n'est pas précieux pour moi, je peux faire n'importe quoi avec. Puis là, elle a compris que si on pouvait montrer aux jeunes la beauté de la sexualité,
ils auraient envie d'en prendre soin et de la protéger. Mais tant que dans notre mentalité, la sexualité, c'est burk, pas vraiment beau, c'est caché, c'est pas quelque chose qu'on doit parler, alors là, on le valorise pas, on n'en prend pas soin. Une autre chose qu'elle réalisait, c'est depuis l'apport de la pilule contraceptive, on prend une pilule. Connaissez-vous une maladie pour laquelle, quelque chose qui n'est pas une maladie pour laquelle on prend des pilules? Pensez-y. Hein? Y a-t-il quelque chose que c'est pas une maladie puis que je prends des pilules? Moi, je suis en pleine forme et je vais prendre une pilule. Non, c'est toujours pour une maladie. Alors, c'est comme si dans la mentalité veut pas, c'est pas ça qu'on dit, mais c'est ça que notre corps perçoit. Ma fertilité, c'est une maladie. Ce n'est pas une bonne chose. Je dois supprimer ma fertilité parce qu'elle n'est pas bonne. Alors, à travers tout ça, c'est comme une mentalité profonde que la sexualité, ce n'est pas bon. Puis en même temps, j'en ai tellement envie que je ne peux pas m'en passer. Alors, le Teen Star est né de cela. Serena, elle a relevé le pari de montrer la bonté de la sexualité dans le plan de Dieu. Puis, je pourrais vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez dans un parcours d'éducation sexuelle? Écoutez, on pourrait tout écrire ça au tableau, là, puis je vous dirais, on parle de tout ça dans Teen Star. C'est pas compliqué? Tout est là. Tout est là. C'est vraiment pour l'entièreté de la personne. Puis, pour montrer la beauté, la valorisation, puis pour s'émerveiller de ce que Dieu a fait, vraiment simplement. Bon, où je pars maintenant? Bon, c'est là que je t'ai rendue, c'est drôle. Je n'étais pas sûre. Alors, ce que je trouve beau aussi, c'est que tout cela, c'est le commandement que Dieu nous demande. Ça, moi, là, ça me touche, ça m'émeut à chaque fois. Hein, le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous a commandé? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit? Vis une sexualité épanouie. Hey, c'est le commandement de Dieu! C'est extraordinaire! Hein? De tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force, et ton prochain, comme toi-même. Donc, toi-même aussi, bien sûr. C'est vraiment l'amour don. Comment on vit ça dans Teen Star? Bien simplement, c'est un parcours qui s'étend habituellement sur une année scolaire. J'ai oublié de vous dire que c'était dans plus de 30 pays maintenant. En Corée, en Chine, dans des pays d'Afrique, c'est enseigné dans des écoles musulmanes, dans des écoles catholiques. C'est un parcours qui a ses racines dans la théologie du corps, selon Jean-Paul II. Mais comme dit Sœur Anna, on peut citer Jean-Paul II sans dire que ça vient de lui. Hein? Alors, c'est bon pour toutes les cultures. C'est un parcours qui dure sur une année scolaire à peu près, 6 à 8 mois minimum. Bon, moi, quand je le donne, j'ai une autre vie qu'une vie Teen Star. Hein? J'ai une vie communautaire. Alors, je le donne à peu près 1 fois par mois ou 2 fois par mois. Idéalement, ça serait à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines pour que les jeunes aient le temps de créer une ambiance, un climat de confiance. À travers ces parcours-là, c'est aussi la méthode inductive qui est essentielle et qui est la révolution. Alors là, ce n'est pas tout à fait ça que je vis avec vous. Je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, alors je suis le professeur en avant, vous m'écoutez. Vous allez sortir, vous allez dire « ouais, c'était correct ». Mais la méthode inductive, c'est qu'on arrive avec les jeunes. Bon, aujourd'hui, on parle de « c'est quoi sortir avec quelqu'un ». Bon, c'est quoi sortir avec quelqu'un? Fait que là, ils me disent, c'est eux qui donnent les réponses. C'est quoi sortir avec quelqu'un? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie quoi? Pourquoi je le fais? Puis là, ils me sortent tout ça, ils en discutent ensemble. Dans le cœur de vos enfants, dans le cœur de chaque personne humaine, il y a une conscience. La vérité, là, est inscrite dans le fond du cœur. Notre rôle, c'est de la faire surgir. Elle est là. On a un allié dans le cœur de l'autre.
Parce que je peux bien dire « ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas ». Mais à un moment donné, ça marche-tu quand on vous dit « ne fais pas » ? Non, pour vous autres, ça ne marche pas. Bien voyons, je pensais que vous étiez sains. Non, ça ne marche pas. Hein? Ça marche un temps. Ne fais pas, ça marche un temps, puis à un moment donné, bien voyons, là, faire comme tout le monde. Mais quand je découvre en moi ce que je veux vivre vraiment, là, j'y tiens, puis je veux le vivre, je prends les moyens puis les efforts pour le vivre. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, dans ces partages-là avec les jeunes, sur tous les sujets, remontent leurs idées. Puis moi, je pose des questions, je les fais aller plus loin. Ils discutent entre eux, ils découvrent entre eux ce qu'ils veulent vraiment vivre. Ils en tirent des conclusions, puis on les aide à tirer ces conclusions-là. Ce qui fait qu'à la fin de la rencontre, ils savent ce qu'ils veulent vivre. Puis ils veulent se dépasser dans ce qu'ils veulent vivre. Je n'ai pas besoin de leur dire « tu ne feras pas ». C'est eux-mêmes qui disent « je veux faire ceci ». On pourrait dire « ouais, mais c'est pas un peu dangereux que les jeunes ils tirent des conclusions un petit peu barbares, bizarres ». Bien oui, il y a un danger. Il faut que les animateurs soient quand même présents pour encadrer la discussion, mais dans les faits, Teen Star porte des fruits assez remarquables dans les statistiques. On a des statistiques confidentielles pour chaque jeune qui sont envoyées aux États-Unis au bureau de Teen Star International, puis qui recueillent. Puis c'est refait quelques années après. Parmi les jeunes qui ont suivi Teen Star, ceux qui avaient déjà une vie sexuelle active, 85 à 90 % des cas arrêtent d'avoir une vie sexuelle active. Ceux qui n'avaient pas de vie sexuelle active avant le parcours ne commencent pas après le parcours. Ça veut dire quelque chose quand même. Hein? C'est pas rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé leur trésor. Puis, ils ne veulent pas donner ce trésor-là n'importe comment, à n'importe qui et n'importe quand. Alors, c'est comme ça que... Bon, alors le parcours, c'est des rencontres d'1 heure et demie à peu près, des fois 2 heures. Il y a des groupes pour le début du secondaire, il y a des groupes pour la fin du secondaire, il y a des groupes pour les jeunes adultes 18-30 ans. Ici à Québec, cette année, on a un groupe 14-17 puis un groupe 18-30 qui se rencontrent à peu près 1 fois par mois, plus ou moins. Ça dépend des années, ça dépend des besoins, ça dépend des régions. À travers les parcours, dépendant des groupes d'âge, c'est sûr qu'il y a des temps mixtes, puis il y a des temps les gars ensemble, les filles ensemble, surtout la physiologie. C'est important de commencer, que tout le monde soit bien à l'aise. Alors, on voit autant la physiologie des filles que la physiologie des gars, mais les filles ensemble, les gars ensemble. On est plus libre de poser nos questions, c'est moins gênant. Mais là aussi, la méthode inductive a sa richesse. C'est-à-dire que, bien, je leur donne les diagrammes. Bon, vous allez m'écrire les noms des parties, je vous donne les noms, mettez-les aux bonnes places dans le diagramme. Donc là, ils me disent « Ah, on a vu ça à l'école. Oui, oui, je le sais, vous allez avoir 100 % mais faites-le quand même. » Alors, ils le font. Puis après ça, bien, moi, je pourrais écrire toutes les réponses au tableau puis dire « 1, c'est ça. » Non. Je dis « Bon, la question 1, qu'est-ce que tu as mis? » Vagin. Ben oui, c'est ça, bravo. Puis là, ils disent tous les mots. Hein? Les mots, ils les disent dans leur bouche. Les mots propres. Hein? Un pénis, un vagin, une ovule. Puis là, ils apprennent que c'est pas drôle, c'est pas grave, c'est des bons mots. Combien de mots vous avez pour me définir un bras? Nommez-moi 10 mots qui veulent dire bras. En français? Ah, c'est drôle, on a juste bras. OK, combien de mots différents vous pouvez me trouver pour les seins? Au moins 5, 6, 7, sûrement? Non? Pourquoi? Parce que, quelque part, c'est pas correct ce mot-là, c'est pas bon, c'est pas beau, c'est pas propre. Puis tous les autres organes génitaux, c'est la même chose. Les parents ne sont même pas des fois capables de dire le vrai mot à leur enfant. Alors que c'est des mots propres, ce ne sont pas des mots sales. Alors, juste pour les jeunes qui sont là, d'apprendre à dire ces mots-là, bien, la première rencontre, la deuxième rencontre, c'est un peu drôle des fois. Là, mais après 2-3 rencontres, tout le monde est libre. On parle de ces choses-là librement. C'est des choses normales de la vraie vie. C'est quelque chose de beau, de bon, d'extraordinaire. Alors, les jeunes, ils sont libérés intérieurement de toute cette peur du pas beau, pas bon. Hein? C'est vraiment quelque chose de très important puis très dans l'induction aussi. C'est la même chose dans les autres partages qu'on peut avoir avec eux.
C'est quoi sortir avec un gars? C'est quoi sortir avec une fille? Je vous donne un exemple d'un atelier qu'on a eu cette année. Puis là, ils ont dit, « Ouais, mais là, eux autres à l'école, là, c'est pas comme nous autres. » Ah non? Pourquoi? Puis là, j'ai dit, « OK, aujourd'hui, on va faire le tableau, eux autres, nous autres. » Puis là, c'est quoi pour eux autres sortir avec un gars, sortir avec une fille? Puis là, on note ça au tableau. OK, puis vous autres, c'est quoi que ça veut dire? Pourquoi? On écrit ça. Puis là, on voit que c'est très différent pour eux autres et pour nous autres. Mais je trouvais ça drôle, la façon dont ils avaient sorti ça, là. Parce que c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Eux autres, ils se tripotent dans les corridors, c'est dégueulasse. Eux autres, ça dure pas longtemps, une semaine, là, puis c'est fini. Puis ils en ont toujours un autre, puis bon, OK, puis toi, ben moi, je veux avoir quelqu'un pour la vie. Puis moi, OK, super, c'est génial, OK, on parle de ça, c'est beau. Bon, les choses sont là. Après ça, ben cette fois-là, on avait prévu faire un atelier sur l'amour et la passion. Alors, je leur demande, c'est quoi l'amour, c'est quoi la passion? Puis j'ai déjà des petits énoncés qui parlent de l'amour puis qui parlent de la passion. Eh bien, c'était tellement drôle parce que, de fait, tout ce qu'il y avait mis là, c'était la passion, puis tout ce qu'il y avait mis là, c'était l'amour. Puis là, on parle de ça, puis là, ouais, mais ça veut-tu dire que la passion, c'est pas bon? Bien, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien là... Puis la conclusion que les jeunes ont trouvée, j'ai tellement trouvé ça beau, il faut les deux. Ben oui, c'est eux autres qui l'ont trouvé. Il faut les brindilles de la passion qui allument le feu. Il faut qu'il y ait des brindilles, que ça flambe. Mais si j'ai juste des brindilles, ça va brûler combien de temps? 5 minutes? 10 minutes? Il faut qu'il y ait une bûche là-dessus. Ça, c'est l'amour. Mais si je commence mon feu avec une bûche, il va-tu s'allumer? Y a-tu des campeurs ici? Avez-vous déjà essayé de commencer avec une grosse bûche, votre feu? Ça ne marche pas, à moins que vous mettez du gaz, quelque chose, puis encore. Hein? Alors, il faut les deux. Il faut les brindilles de la passion, mais il faut la bonne bûche de l'amour pour que ça dure longtemps et que ça continue de nourrir mon amour. Il faut que j'en rajoute des bûches. Sinon, ça s'éteint. Tout ça s'éteint. Alors voilà. Fait que ça fait partie de la méthode inductive, d'aller chercher chez les jeunes puis de faire ressortir le meilleur pour qu'ils visent le bon but. Je prends quelques questions, interrogations, suggestions, demandes avant de poursuivre. Des questions, comment vous faites, qu'est-ce que... Oui. Peut-être écrire le nom de la sœur. Oui. Oui. C'est dans le feuillet aussi. Moi, j'ai eu la joie d'avoir ma formation avec sœur Anna Claus 2 fois. Une fois avec la France, puis une fois, en plus, elle venait à notre maison mère à Bécomo. On a donné ça à tous les frères et toutes les sœurs dans la communauté, presque. Puis elle est venue, je faisais la traduction simultanée, mais ça a été une expérience extraordinaire. Voilà. Alors, je trouvais intéressant que tu mentionnais que dans les groupes de 14 ans, c'était de nommer au cursus scolaire du programme d'éducation à la sexualité, c'est en première année du primaire. Pas la même chose, hein? C'est ça. Ça se peut que j'ai à nommer ces choses-là à mes enfants comme parents, hein, pas à les nommer tous les jours de la semaine, mais à être capable de les nommer avec eux. Mais ce n'est pas la même chose quand ça vient de l'extérieur, puis qu'on va le nommer d'une façon peut-être respectueuse ou peut-être pas respectueuse. Ça, c'est vrai, c'est important. Oui? Tu nous en parles, puis c'est intéressant, mais si ça se fait juste à Québec? Non, en fait, moi, je suis formatrice de formateurs. Ça, je donne aussi des fois, j'anime parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui le fait. Mais moi, mon rôle, c'est de former des parents, des éducateurs qui veulent donner Teen Star. Ça va par les besoins, hein? Alors, il y a déjà eu un groupe à Lévis. Nous, dans nos maisons de la famille Myriam, c'est comme moi, quand j'ai découvert ça, je vous le dis, j'ai dit « Wow! Pour que les jeunes soient unifiés, c'est ça que ça prend. » Alors, à Chicoutimi, il y en a déjà eu à Québec, il y en a déjà eu à Montréal, il y en a déjà eu à Lavalée, je pense, Bécomo. Moi, je donne des formations dans l'Ouest canadien, Edmonton, Regina, Bruno. Chaque année, je forme des formateurs qui veulent donner ça dans leur paroisse, dans leur école, quand c'est possible, ou dans d'autres milieux. Fait que c'est possible ça se donne par du monde. Hein? Puis, j'ai aussi des parents qui viennent prendre la formation juste pour eux avoir des outils, hein, des outils, quelque chose à donner. Puis le plus drôle, je ris un peu avec ça des fois, mais je pense que c'est la première fois que je suis demandée pour en parler au Québec, sauf dans ma maison.
tu sais, ou dans notre communauté. C'est toujours Edmonton, puis Bruno, puis 2 fois. Ça fait 6 ans que je vais à Bruno, puis ça fait 3 ans que je vais à Edmonton. Mais ici, moi, je me dis, c'est quelque chose à transmettre. C'est une richesse extraordinaire pour les parents, mais pour les jeunes aussi. Pour avoir un lieu aussi, j'ai oublié de vous dire que les entretiens Teen Star sont confidentiels. Ça veut dire que moi, je n'irai pas dire aux parents « Hey, ton enfant a dit ça ». Mais dans le parcours Teen Star, on a la grande conscience que les parents sont les premiers éducateurs. Alors, les parents sont au courant de ce qu'il y a dans le programme. Puis, il y a aussi des devoirs parfois que les jeunes ont à faire qui font un lien avec le parent. Comme par exemple, quand on avait c'est quoi sortir avec quelqu'un pour vous? Bien, la semaine d'avant, les jeunes avaient à aller voir leurs parents. Hey, quand vous étiez jeunes, qu'est-ce que vous faisiez quand vous sortiez avec quelqu'un? Qu'est-ce que ça voulait dire sortir avec quelqu'un? Puis aller voir leurs grands-parents aussi ou quelqu'un de cet âge-là pour leur poser la même question. Alors là, ils ramassent des données, mais on crée aussi un lien intergénérationnel pour que les parents gardent leur rôle de premier éducateur. Bon, si le jeune ne le fait pas, mais le parent est libre de poser des questions à son jeune. Mais c'est un milieu confidentiel. Puis ça fait beaucoup de bien aux jeunes parce qu'ils ont tellement peur qu'on dise leurs affaires à leurs parents. Alors ça, c'est un milieu sécuritaire pour eux. Il y a aussi dans le parcours, on prend le temps d'avoir une rencontre individuelle avec les jeunes à peu près 1 fois par mois. On essaye, là. Ou aux 2 mois. Dans un lieu ouvert, bien sûr, mais que les jeunes, ils peuvent poser leurs questions sur le parcours ou, des choses plus personnelles, des fois, qu'ils vont partager, pour qu'on puisse les aider et les accompagner dans ça. Fait que ça, c'est très beau. Puis on a aussi comme des lignes de conduite. Mettons qu'un jeune me dit « je subis de l'abus ». Bon, selon les lois du pays, c'est sûr que peut-être je vais être obligée de le dire, mais ce que je vais essayer avant, c'est « en as-tu parlé à un autre adulte » ? Est-ce que tu aimerais que j'aille avec toi pour qu'on en parle à tes parents? Est-ce que tu voudrais qu'on en parle à? Puis là, il y a comme c'est un lieu d'accompagnement. C'est pas un lieu de... je suis la police puis je fais ça. Non, je suis là pour accompagner ces jeunes-là, les faire grandir dans leurs besoins. Alors, il y a ce temps-là aussi personnel, en plus des parcours réguliers. Il y a d'autres choses qui ont passé, mais là, je l'ai oublié. Ça va revenir si c'est important. Habituellement, c'est sur une année scolaire, 6 à 8 mois, à raison de 1 fois par semaine ou aux 2 semaines. Là, cette année, j'ai un groupe, puis on n'a pas été capable de faire ça. On a fait 6 à 8 mois, mais 1 fois par mois. Puis là, cette semaine, je leur dis, là, vous savez, il en reste 2. Ah, il en reste juste 2? Non, mais il faut qu'on continue. Moi, j'aime ça quand les adolescents sont comme ça. Ça me stimule. Puis là, j'ai dit, on va trouver d'autres dates. On va continuer pour ceux qui veulent. C'est ça. Il y a aussi, Teen Star ne peut pas être obligatoire. Alors, un parent ne peut pas obliger son enfant à venir à Teen Star, mais un enfant ne peut pas venir sans le consentement de son parent. Ça prend le consentement des 2 côtés. C'est très important. C'est un parcours libre. Des fois, je dis aux parents, bien, vous ne pouvez pas obliger vos enfants, mais vous pouvez les obliger à venir à la rencontre d'information. Ça, je tolère ça. Puis c'est drôle parce que mon premier groupe, il y avait 2 mamans qui ont obligé leurs filles à venir à la rencontre d'information. Alors, elles arrivent. Hein? Les parents, bien, il y a une rencontre d'information pour les parents, puis il y a une rencontre d'information pour les jeunes. Alors, les mamans arrivent avec leurs jeunes, puis 2 filles, 2 cousines. Bon, on monte en haut, on est 4 à la rencontre d'information, on partage, je leur parle de ça, je leur pose des questions, je leur dis de quoi on va parler, que c'est confidentiel, tout ça. Après ça, on descend, les filles descendent en courant l'escalier. « Maman, signe ça! » « Mais c'est quoi? »« C'est mon inscription, signe ça, signe ça! » Là, la mère, elle me regarde. « Qu'est-ce que tu as fait? » Ben... Non. Dans le fond, ce que je dis aux jeunes, c'est « Tu n'as pas beaucoup de lieux pour parler de sexualité librement et avec respect. » Tu en parles avec tes amis à l'école, tu fais rire de toi, tu as peur. Des fois, tu ne vis pas la même chose qu'eux autres. Tu n'as pas le goût d'en parler à tes parents parce que c'est quelque chose qui est de ton intimité. Mais ici, c'est un lieu où tu peux être en confiance. Ici, on ne rit pas, on accueille, on se pose des vraies questions et on réfléchit. Puis ça, c'est ça qui leur fait du bien, d'avoir un lieu sécure où on peut parler d'une chose si importante. Bien que dans notre monde, on pense que la sexualité ne soit pas tabou, je dirais que c'est encore aussi tabou que dans les années 50. C'est juste différent, mais c'est hyper tabou. Je veux dire, on dit tout ce qu'on a fait de relations sexuelles dans la fin de semaine, mais on n'est pas capable de parler vraiment de la vraie sexualité, de ce que ça fait dans mon cœur, dans ma vie, dans mes relations avec les autres. On n'en parle pas vraiment et profondément. Alors, c'est vraiment un lieu
sécurisé, je dirais. Puis c'est ça que j'apprécie de ce parcours-là aussi. D'autres questions? Oui. J'allais te demander, votre cible, c'est les 14 ans et plus, 14, 30. Oui, il y a un groupe plus jeune aussi. Il y a un groupe 12, je dirais 11, 12, 13, là. Okay. Mais moins les petits. Pour en joindre à la question de mon frère tantôt, ayant regardé le nouveau programme d'éducation à la sexualité, est-ce que vous pensez que le contenu de Teen Star peut permettre aux parents d'assumer leur rôle de parents de façon responsable, de façon, surtout les parents chrétiens aussi, oui. Parce qu'il ne faut pas oublier cette dimension-là. Ils vivent différemment, ils aimeraient bien transmettre le trésor de foi que Christ nous a donné une fois et pour toutes. Est-ce que vous pensez que c'est une formation qui peut véritablement permettre à un parent de prendre en charge ces enfants que nous avons parmi nous dès leur enfance? Oui. Moi, je pense que oui. Dans cet espace-là de méthode inductive d'apprentissage, c'est sûr que les parents, vous devez des fois dire à votre enfant « non ». Hein? Non, je ne veux pas. Mais d'apprendre à les éduquer par le « oui ». Il y a une maman qui me disait, quand je ne veux pas que mon enfant court, je ne dis pas « cours pas », j'ai dit « marche, marche ». Hey, j'ai dit « wow, c'est beau ». Hein? Alors, oui, parce que juste d'apprendre pour nous-mêmes les propres termes, juste pour apprendre par nous-mêmes les interactions d'hormones, c'est magnifique. Moi, je suis émerveillée. Hier, avec les jeunes, on a écouté une vidéo sur les premiers jours de la vie dans le sein maternel jusqu'à l'accouchement. On a écouté ça avec des 13-17, là. Ah, c'était d'une beauté, c'était beau, plein d'émerveillements. Alors, juste que les parents, parce qu'on ne peut pas se le cacher, dans toute vie, il y a des blessures d'ordre sexuel. Dans tout couple, je veux dire, moi, j'accompagne des couples, j'accompagne des jeunes, j'en vois plein, là, hein? Ils font mon éducation sexuelle, c'est ce que je leur dis. Mais il y en a des blessures. Alors, plus nous-mêmes, on est guéris, qu'on est libre dans l'expression de notre sexualité, dans la certitude que c'est beau, puis que c'est pas quelque chose que Dieu dit « non, 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 je veux pas », mais que c'est quelque chose que Dieu dit « cela est très bon », plus ma façon d'interagir avec mes enfants va être libre, même les petits. Hein, comme je disais, j'ai pas besoin de dire « bon, maman va laver ton zizi ». Je peux dire « maman va laver ton pénis ». C'est pas grave. Si j'ai dit, bien là, je lave tes bras, là, je lave ton nez, on lave ta bouche, bien, je suis capable de dire aussi, je lave ton pénis. C'est pas mauvais de dire ça. Hein? Alors, c'est ça aussi l'éducation à la sexualité. C'est graduel. Quand l'enfant arrive en 2e année, quand il pose des questions, je réponds à sa question. Hein? Maman, comment ça se fait, les bébés? Bien, je peux peut-être dire à mon enfant, bien, c'est quand papa et maman s'aiment beaucoup, ça fait un bébé. Oh, ils ont 3-4 ans, ils n'ont pas besoin d'en savoir. C'est correct, correct. Maman et papa, ils s'aiment beaucoup, ils ont fait un bébé. Ah, super. Mais tranquillement, mes réponses vont être plus précises, plus... Mais si je n'ai pas la connaissance moi-même, si je n'ai pas la guérison moi-même dans ma propre sexualité, tu sais, quand je vous disais, moi, je n'étais pas capable de parler de sexualité, je rougissais, j'en avais rien à faire, mais ça n'arrive plus, hein? Je rougis encore, mais pas de ça. Alors, ça n'arrive plus parce que maintenant, je sais que c'est beau, que c'est bon, que c'est voulu de Dieu. Je ne pense pas que c'est burk, je ne pense pas qu'il faut cacher ça, je pense pas... Des fois, je fais rire aussi les étudiants. Quand on découvre nos hormones, on découvre quand est-ce que, ben, tu sais, on a l'air bête un peu. Puis là, on sait que c'est la faute des hormones. C'est pas juste parce que je suis la pire sœur du monde pendant 2-3 jours. Puis il n'y a plus rien à faire avec moi. Non, hein, j'apprends que ça va avec mes hormones aussi. Ou bien quand moi, comme religieuse, j'ai des rêves un petit peu érotiques une nuit. Puis là, je réalise que, oh, c'est le jour de mon ovulation. Ben oui, les femmes, quand on est proche de notre ovulation, quand on a de la glaire fertile, on est plus excité sexuellement. Puis ça arrive que dans la nuit, il y a des petites images qui passent comme ça. C'est pas parce que j'ai lu avant, là. Non, tu sais, j'ai lu mes prières en église. C'était pas ça qui m'a excitée. Puis là, je me réveille, mais au lieu de me sentir hyper coupable puis de me dire « Ah, Geneviève, t'es vraiment burk! » Non, c'est pas ça que ça fait. Ça fait « Ah, Geneviève, t'es féconde. T'es dans ton temps de fertilité. C'est normal. Il y a ça en toi. C'est un beau don, puis ce don-là, tu as choisi de l'offrir à Jésus, de lui donner. C'est ton plus beau cadeau que tu lui fais. Bien, réoffre-lui aujourd'hui ce beau cadeau-là. C'est pas la même chose, hein? C'est pas la même chose que burk, je suis vraiment pas bonne, je suis pas fine, puis
C'est pas la même chose. Ça fait aussi partie de l'éducation à la sexualité. Fait que juste de connaître ces corrélations hormonales-là, les gars, pour l'adolescence, hein, l'arrivée de la testostérone, là, ils ont voulu faire une étude sur la testostérone. Ils ont eu besoin des testicules de 300 taureaux. OK? La testostérone, c'est une hormone d'agressivité. Est-ce que vous pensez que les taureaux ont de l'agressivité? Alors, pour avoir une toute petite quantité de testostérone, ils ont eu besoin de 300 testicules de taureau. Pour une petite étude, un petit peu de testostérone. Alors, on n'a pas beaucoup. Les femmes, on a moins que les hommes. Sauf qu'à l'adolescence, les gars, ils commencent à produire une plus grande quantité de testostérone qui va faire pousser la barbe, élargir les épaules, changer la voix, tous les poils, tout ça, là. Mais là, eux autres ne sont pas habitués à avoir ça là, dans leur corps. Hein? Puis là, ça devient comme agressif. C'est de l'agressivité et de l'énergie. Mais là, ça vous dit rien des adolescents qui donnent des coups de poing dans le mur? Vous n'avez jamais entendu parler de ça? C'est un classique. Hein? Mais pas tout le monde, mais c'est la montée de la testostérone. Alors là, c'est pas il n'y a plus rien à faire avec mon fils, il va devenir un bandit. Non, c'est OK, mon gars, il apprend à gérer sa testostérone, c'est pas tout à fait fait encore. Je pourrais peut-être l'inscrire à un cours de quelque chose où il va se dépasser beaucoup, ou je pourrais peut-être y acheter un punching bag, ça défraie moins les murs du salon. Hein? Mais de connaître ça pour des parents, de découvrir ça, d'apprendre toutes ces choses-là. Puis pour les jeunes aussi, ça leur donne un pouvoir sur eux-mêmes. Que les adolescents découvrent ça, ils ne se sentent plus des gros méchants qui ont juste le goût de détruire tout. Ils réalisent qu'ils sont en train de devenir hommes, puis que pour être hommes, ils vont recevoir une dose d'énergie et d'agressivité qui va les aider à protéger leur famille. C'est extraordinaire de découvrir ces beautés-là de notre être. Hein? Moi, je trouve ça extraordinaire. Bon. J'aimerais ajouter quelque chose pour des ressources concrètes. Oui. Sur le site du diocèse de Québec, c'est la page ecdq.org/éducation-sexuelle-école. J'ai fait une entrevue avec Catherine Perrault, responsable à Montréal. du Centre diocésain pour la vie et la famille à Montréal. Et à la fin, il y a toute une série de ressources qu'on a mis, dont Teen Star. Est-ce que tu savais ça? Donc, non. On l'a mis, oui. Alors, le diocèse de Québec met Teen Star comme ressource. Mais également les ressources de l'AFC, les associations familiales catholiques françaises. Il y a des web-séries faites pour les différents groupes d'âge. Donc, les ressources, elles existent. Là, c'est tout un effort de les disséminer. De réseautage, en fait. C'est ça. Moi, je voudrais dire aussi qu'on a amené quelques ressources livres à l'arrière, là, dont un livre qui a été préparé par le docteur Diaz et Robert Gendreau, un prêtre, qui reprend les parcours d'éducation sexuelle, pas les parcours, mais les objectifs qui sont enseignés dans les écoles primaires, de maternelle à 3e année. Il reprend les mêmes objectifs, mais il les présente pour que les parents puissent les donner à leurs enfants. Qu'est-ce qui est l'apprentissage que je veux donner? Mais je ne veux pas le donner comme il le donne à l'école. Comment je peux le donner de façon chrétienne? Alors, c'est comme une façon de prendre les objectifs, mais de les donner comme parent, moi-même à mes enfants. Dans ce cas-là, bien, je peux aussi les donner avant que l'enfant le reçoive pour le préparer ou après qu'il l'ait reçu pour rattraper des choses. Alors, ça peut être une façon. Il y a aussi d'autres livres pour les jeunes, les adolescents, les enfants, qui sont comme des bonnes ressources pour nous équiper nous-mêmes. Oui? Qu'est-ce qu'on a fait pour justement rentrer en relation avec le professeur, puis pour compléter un peu l'éducation sexuelle et tout ça? On lui a écrit, on lui a dit qu'on voulait vraiment travailler avec elle, puis tout ça, que pour nous c'était tellement beau, tellement important la sexualité, qu'on voulait vraiment en tant que parents s'investir aussi, qu'est-ce qu'on a déjà commencé depuis son tout petit. Donc, en arrivant ça aussi, qu'elle allait donner, etc. Puis, qu'est-ce qu'on a été vu avec elle, c'est qu'elle nous envoie le contenu de ses cours avant de le donner, nous, on le regarde et qu'on prépare l'enfant. Donc, quand il arrive à l'école, ben, c'est pas le professeur, parce que moi, j'ai été surprise de voir à quel point il allait quand même assez tôt dans certains détails. Là. Quand même, en première puis en deuxième année, il y a certaines choses comme même la fécondation in vitro, plein de choses que je n'aurais pas pensé devoir parler à mon enfant de 7 ans. Là. Donc, de cette façon-là, ben, je peux le préparer quand même avec mes valeurs, ma façon de lui enseigner. Et qu'après ça, ben, quand il arrive à l'école, ben, c'est... Il y a une moins grosse confrontation de valeurs. Oui. Est-ce que c'est une école privée? Non, pas du tout. C'est une école publique. Oui. Au début, je pensais avec
direction. Mais finalement, on avait vraiment un bon lien avec le professeur, fait qu'on est rentré en communication avec le professeur directement. Puis en fait, des deux professeurs, puis les deux nous ont dit « Merci, on apprécie tellement la façon que vous travaillez avec nous. » Puis ils étaient vraiment contents en fait. Puis à cause de ça, c'est plaisant parce qu'on s'envoie des messages plus que pour ça, pour plein d'autres petites choses. Là. Puis c'est parce qu'aussi les professeurs, il y en a qui sont aussi désarmés devant ça. Oui. Hein, c'est pas, je l'ai dit tantôt, on n'est pas tous libres de parler de sexualité, puis avec des enfants. Et je ne sais pas, je l'ai dit dans ce groupe-ci ou dans l'autre, mais il y a une mère de famille qui, en venant à notre rencontre hier, a dit ma petite de 2e année est arrivée cette semaine. Puis elle a dit maman, j'ai appris aujourd'hui comment on fait les enfants. Fait que là, la maman a dit OK. Bon. Puis il faut faire l'amour. Ah oui, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, elle ne savait pas trop. Mais c'est comme des petits poissons là, qui rentrent dans le ventre de la maman, puis là, tu sais, en tout cas, la maman était comme, hey, qu'est-ce que je fais avec ça, moi, là? C'est pas ça que je veux qu'elle enseigne à ma petite. Ma petite n'est pas là. Elle a 7 ans, puis elle n'est pas là. Mais là, elle a juste envie de parler de la sexualité, puis d'aller chercher des livres, mais, tu sais, c'était comme quelque chose qui n'était pas là dans son esprit. Fait que c'est comme, il y a cet accompagnement-là des enfants dans la situation concrète, puis comme parents, vos situations concrètes vont être toutes différentes. Puis, la réalité à l'école va être toute différente. Fait qu'il y a vraiment un lieu d'adaptation aussi. Je pense que ça finit bientôt, hein? Je me trompe-tu, moi? Parce que j'aurais un petit quelque chose que je voulais aussi ajouter. Mais après, si vous avez d'autres questions, je suis disponible. C'est que dans mes recherches, dans mon travail Teen Star, mettons, j'ai découvert une nouvelle ressource anglophone qui s'appelle « Reclaim God's Plan for Sexual Health ». C'est un beau livre fait par des catholiques anglophones. Il y a un site Internet extraordinaire. Puis, c'est spécialement par rapport à la pornographie, ce qui est un malaise et un problème largement répandu. Christopher West disait, le problème de la pornographie, c'est pas tant qu'on voit trop de la personne, c'est qu'on ne voit pas assez. On ne voit que son corps. On ne voit pas que cette personne a des émotions, des sentiments, une âme, une personnalité, des frères, des sœurs. On oublie ça. On voit juste le corps. Puis une personne, ce n'est pas seulement un corps, c'est un tout. Oups, je me suis attrapée moi-même. Voilà, c'est un tout. Alors, ce que j'apprécie de ce domaine-là, c'est que c'est une étude scientifique aussi qui nous parle des corrélations hormonales qui ont lieu lors de relations sexuelles. Alors, les hormones que Dieu a créées, c'est génial. Écoute, il y en a 9, là, mais je ne vais pas tout faire le tour, mais il y a plusieurs hormones pendant une relation sexuelle qui sont déployées. Une hormone comme la dopamine qui crée le lien de dépendance entre les personnes. Des hormones qui donnent le sentiment de relaxation et de paix. Des hormones de toutes sortes. Mais alors que je les vis dans un couple, ces hormones-là, dans un couple stable, bien, c'est agréable dans mon couple stable. Chaque fois que j'ai une relation sexuelle, je crée un lien encore plus grand avec l'autre. Wow! C'est ce que je veux. Hein? Je veux que mon couple soit de plus en plus uni, de plus en plus proche, de plus en plus un. Alors que quand je le vis dans la pornographie ou la masturbation, je crée de plus en plus une dépendance avec ma tablette, mon téléphone, mon ordinateur, avec moi-même dans la masturbation, parce que ces hormones-là sont aussi mises en action à travers la pornographie et la masturbation, sauf que le lien qu'elle crée, c'est avec ma machine. Fait que j'ai de plus en plus envie d'être avec ma machine ou de me masturber moi-même. J'ai moins en moins envie d'aller vers l'autre et d'aimer l'autre. Bon, là, je vous le donne très vite, là. C'est vraiment, c'est plus profond et approfondi que ça. Mais c'est juste pour dire que, bien, peut-être vous allez en avoir dans vos enfants. La pornographie, ça commence tellement jeune. Ça commence par surprise. Hein, les jeunes, ils tombent sur une image. Berk! Mais ça m'a tellement surpris que ma curiosité a le goût de retourner le voir. Parce que j'ai eu une dose de dopamine, qui est une hormone qui donne une satisfaction. Hein, quand je suis surpris, j'ai une dose de dopamine. Quand je mange un gâteau au chocolat, j'ai une dose de dopamine. Puis là, ça dit à mon cerveau, « Hey, si tu en vois d'autres comme ça, prends-en encore. » Comprenez-vous qu'est-ce que ça fait? Alors, ça crée un lien comme ça. Donc, c'est important parce que, puis ce qui explique bien, c'est que, bon, on peut dire dans les années 50, il y en avait de la pornographie. Oui, mais tu allais chercher ton magazine au dépanneur, il était là,
c'était déjà gênant de le prendre puis que quelqu'un d'autre le voit, tu sais, mais bon, OK, c'était correct. Mais au moins, tu sais, il y avait ça. Puis là, j'arrivais à la maison, puis là, je le regardais, puis là, j'avais une forte émotion, puis il y avait beaucoup de choses qui se brassaient en moi. Mais la semaine d'après, quand je le regardais, il me disait plus la même chose. Parce que l'effet de surprise était passé, parce que tout ce qui est sécrété par la dopamine, là, ça ne faisait plus son effet. Mais sur Internet, j'ai une variété infinie d'images pornographiques. Ça veut dire que je suis toujours avec du nouveau. Je peux toujours avoir un effet nouveau de surprise. Alors, c'est pas la même chose, hein? C'est encore plus insidieux. Puis ça vient créer un lien de dépendance encore plus grave qui me coupe de la réalité autour de moi. Alors, je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est une ressource, puis c'est pas beaucoup documenté dans notre monde. On n'a pas beaucoup d'études sérieuses et de moyens sérieux de s'en sortir non plus, puis ça, c'est une belle ressource.